Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une œuvre qui va vous faire découvrir un des tableaux des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes à Orléans. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'Adoration des bergers d'Orazio Sammarchini, un tableau qui a pu être redécouvert lors du chantier réalisé en 2016 autour des collections du musée pour le XVIe siècle et le XVIIe siècle. Le tableau représente l'adoration des bergers avec au centre de la composition la Vierge, les mains jointes en adoration devant l'enfant qui lui est déposé dans une mangeoire. Les bergers sont eux représentés au premier plan, également agenouillés en adoration devant l'enfant. Ils sont venus célébrer la naissance du Sauveur qui leur a été annoncé par des anges qui sont d'ailleurs représentés dans la partie supérieure, créant dans cette composition un registre céleste qui vient interagir avec le registre terrestre. Cette volonté de structurer en deux la composition entre registre terrestre et registre céleste correspond aux préceptes de la réforme catholique qui sont nés autour du Concile de Trente et qui permet ainsi de bien structurer l'image entre la partie réservée aux anges et évoquant la divinité et la partie terrestre qui, elle, permet de vraiment mettre en scène l'incarnation du Sauveur dans le jeune enfant représenté au premier plan. Cette même division existe d'ailleurs dans un tableau exposé juste à côté de l'Adoration des bergers de Sammarchini, à savoir le même sujet traité cette fois-ci par Annibale Carracci, un des peintres les plus importants pour les environs de 1600 dans l'Italie. En pendant des deux bergers représentés en bas à gauche, de l'autre côté de l'axe vertical manifesté par la Vierge, est représenté Saint Joseph, qui lui est légèrement en retrait dans la composition, créant ainsi un effet de profondeur suivant la diagonale composée par le berger, la Vierge et Saint Joseph. Cette posture légèrement en retrait, recueillie mais dans l'ombre, est caractéristique de la présence de Saint Joseph dans ce type d'événement de l'enfance du Christ, puisque ce personnage biblique ne prendra une importance dans la dévotion personnelle que plus tard, que à l'époque où ce tableau a été exécuté, soit la fin du XVIe siècle. Orazio Sammarchini est un artiste né à Bologne en 1532 et il meurt dans la même ville en 1577, après une vie extrêmement riche qui le voit travailler essentiellement à Bologne, sa ville natale, mais également à Rome ou encore à Parme, où il est par exemple très impliqué dans la décoration du Duomo. Sammarchini est le plus souvent décrit comme un artiste du maniérisme tardif et le tableau d'Orléans permet de comprendre pourquoi. Regardez la figure de la Vierge, le visage est tourné vers l'enfant, la ligne des hanches également, cependant, la ligne d'épaule, elle, regarde vers les bergers, et les mains sont tendues également en direction de ces bergers. Ce jeu de contorsion du corps est pleinement caractéristique du maniérisme, au même titre que la nudité du berger, la ligne serpentine que forme le corps de Saint-Joseph à l'arrière-plan, mais aussi le choix de couleurs extrêmement acides, très marquées, qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre sans transition. Je pense notamment au jaune du manteau de la Vierge et au rose de la robe de cette dernière, qui sont l'un à côté de l'autre et qui viennent ici interpeller notre regard. Cependant, au-delà de cette tradition issue du maniérisme, nous l'avons déjà vu, Orazio Sammarchini respecte ici certains des préceptes du Concile de Trente et annonce déjà finalement, en quelque sorte, la peinture des environs de 700 liée au monde des Carraches, avec une représentation de la Vierge qui, certes, s'inscrit dans cette élégance et cette élongation de tradition maniériste, mais qui commence à regarder également vers une nouvelle forme de naturalisme, comme les deux figures de servantes à l'arrière-plan. Bien que l'œuvre soit redécouverte lors du chantier de 2016 autour des collections des XVIe et XVIIe siècles du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, cette peinture se trouve dans la ville dès le XVIIIe siècle, puisqu'elle fait partie de la collection du comte de Bizemont, un des collectionneurs les plus importants pour la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle à Orléans, et surtout l'un des fondateurs du musée des Beaux-Arts, et c'est lui qui a su donner au début du siècle une importance et une impulsion très forte à cet établissement qui pourtant à l'époque n'était pas soutenu par l'État et par le musée du Louvre comme l'ont été d'autres grands musées de région.
L'Adoration des bergers est donc dans la collection d'André Gaspard Parfait de Bizemont, qui le transmet ensuite à sa fille, Athénaïs Marguerite de Bizemont, qui épouse l'amiral de Candé, et c'est grâce à l'amiral de Candé que cette œuvre rejoint les collections publiques, puisque son legs, qui intervient en 1888, comprend la donation de très nombreuses œuvres. Et en 1888, tout cet ensemble rejoint les collections du Musée des Beaux-Arts et y sont présentés depuis. Entre 1994 et 1996, un grand chantier d'études de la peinture italienne des musées de la région Centre eut lieu, qui se clôt par la publication de l'ouvrage Italie et la création d'une grande exposition divisée entre 4 villes de la région pour présenter l'ensemble de la peinture italienne conservée donc dans les musées. À cette occasion, le tableau ici présenté avait été classé parmi les anonymes, certainement produits à Bologne dans la seconde moitié du XVIe siècle, sans beaucoup plus de précision. Un tel jugement est très certainement lié à l'état de l'œuvre que vous voyez maintenant à l'écran, puisque à l'époque, avant une restauration qui eut lieu en 2015-2016, le tableau était intégralement recouvert d'un repeint beaucoup plus lourd, beaucoup plus pesant que la couche picturale que nous pouvons voir aujourd'hui. Deuxième élément à charge pour le tableau d'Orléans, l'existence d'une deuxième version en collection privée qui a été vendue en 2013 à Vienne. Ce tableau est absolument identique au tableau d'Orléans et en comparant la version de Vienne à la version d'Orléans en regardant le repeint, la qualité du côté de Vienne était un petit peu plus élevée et c'est pour ça que l'on a pu se demander si le tableau d'Orléans n'était pas tout simplement une reprise d'atelier à partir du tableau vendu à Vienne. À la suite des doutes qui ont pu être émis sur ces deux tableaux, un maître fut même créé pour essayer de comprendre cette composition que l'on situait à proximité d'Orazio Sammarchini, mais pas vraiment de la main du maître, et il fut appelé le maestro Bizemont Prunellet, tout simplement en référence à l'ancien propriétaire du tableau d'Orléans, qui était considéré par les auteurs qui ont pu travailler sur cet artiste anonyme de la proximité de Sammarchini comme le chef-d'œuvre de ce peintre anonyme. Bien sûr, il faut se rappeler que tous ces jugements étaient effectués d'après l'état d'un tableau extrêmement retouché, extrêmement restauré, et non pas la couche picturale d'origine. Lors du chantier des collections dédiées au XVIe et au XVIIe siècle, rapidement la question de ce tableau s'est posée puisqu'il semblait intéressant par sa composition, son sujet, l'artiste qui l'a créé, mais l'étude de première main montrait un tableau avec des désaccords dans le vernis, quelque chose d'irrégulier et des problèmes qui se posaient quant à sa surface. Très rapidement, il fut donc décidé de l'envoyer chez un restaurateur spécialisé pour pouvoir étudier sa matière et décider d'une restauration et entreprendre donc un travail pour essayer de rééquilibrer le vernis sur l'ensemble de la surface du tableau. Cependant, à l'occasion des études préalables et des premiers tests de restauration, la surprise fut beaucoup plus grande que ce que l'on pouvait penser en envoyant le tableau en restauration. En effet, l'imagerie scientifique et les premiers tests de dégagement autour de ce tableau ont très rapidement révélé qu'il n'y avait pas une composition sur cette toile, mais bien deux, presque identiques et surtout exécutées à deux moments différents. Regardez cette radiographie du tableau du musée d'Orléans. Au même titre que vous allez parfois vous faire radiographier une jambe pour vérifier si elle est cassée, un tableau peut être radiographié, ce qui nous permet de voir la couche finale de peinture, mais également un certain nombre de couches intermédiaires où l'artiste a pu hésiter, ou encore une couche inférieure qui aurait été recouverte par un repeint. Dans le cas du tableau de Sammarchini, la radiographie est très intéressante puisqu'elle montre non pas une, mais deux compositions. Regardez par exemple attentivement les mains de la Vierge, vous voyez bien deux compositions, les mains relativement basses avec ce jeu très élégant maniériste et des mains un petit peu plus hautes qui étaient positionnées dans le repeint. Autre élément assez marquant pour cette double composition sur la même toile, regardez le berger cette fois-ci, ce bras tendu vers le bas en train d'attraper des cailloux ou en train de fouiller dans un petit panier d'osier, était en réalité à l'origine replié la main contre la poitrine du berger.
À l'aide de la radiographie et après quelques tests effectués par la restauratrice, il a été décidé, puisque l'original qui était dissimulé par le repeint était en très bon état, de retirer l'ensemble de ce repeint pour redécouvrir la couche de peinture d'origine. La surprise a été très grande puisque l'ensemble du tableau était conservé dans un très bon état sous cette couche de repeint et l'on retrouve comme ça une œuvre vraiment de première qualité avec tous les détails de la composition d'origine que l'on apercevait en radiographie et surtout, peut-être la plus grande découverte autour du dégagement de ce repeint, le fait que nous ayons enfin retrouvé les couleurs d'origine du tableau. Regardez comment le manteau de la Vierge a changé de couleur, regardez également comment le manteau de Saint-Joseph, le manteau de la Vierge, la robe de la Vierge ont retrouvé un éclat qu'ils n'avaient pas bien sûr dans le repeint. Il existe plusieurs cas de figure où l'on voit un repeint apparaître sur une œuvre. Il y a le repeint de pudeur qui cherche à dissimuler une nudité gênante. Il y a également un repeint cherchant à ajouter une figure en lien avec un commanditaire, une personne s'appelant Luc demandant à ce qu'un Saint Luc soit ajouté dans la composition. Mais il y a également les repeints de goût, et c'est peut-être la situation du tableau d'Orléans. En effet, les couleurs très marquées correspondant au maniérisme ont toutes été dissimulées ou atténuées dans le repeint, et surtout le manteau jaune de la Vierge a été transformé en un manteau bleu, couleur traditionnellement associée dans le monde catholique à la Vierge, qui permet ainsi de faire rentrer le tableau dans une forme de tradition peut-être plus classique, et donc davantage correspondre au goût et aux souhaits d'un nouveau propriétaire. L'analyse de l'œuvre, une fois restaurée, avec cette force dans la touche, cette qualité des coloris, permet de réanalyser complètement cette œuvre et de nouveau poser la question de son attribution. La figure de la Vierge peut être rapprochée d'un tableau en collection privée, par exemple, qui montre dans la délicatesse du mouvement de la main ou encore le visage de la Vierge, quelque chose d'extrêmement proche du tableau aujourd'hui conservé au musée d'Orléans. De la même manière, on peut rapprocher également toujours cette figure de la Vierge à une très grande annonciation conservée aujourd'hui au musée de Forlì en Italie, où vous voyez à nouveau toujours ce type féminin très marqué, très caractéristique d'Orazio Sammartini, mais également les anges dans la partie supérieure, assez proche du tableau du musée d'Orléans. Pour ce qui est par contre de la figure de Saint-Joseph, il est également possible de retrouver le même type physique, le même travail notamment dans la chevelure, dans la barbe, avec un pinceau extrêmement rapide, dans une œuvre qui a été vendue par la maison de vente Sotheby's dans une vente à Monaco il y a déjà un certain temps, et dont on conserve une photo en noir et blanc où vous voyez bien ici la juxtaposition, le rapprochement entre ces deux personnages donc de Saint-Joseph. Si l'on revient à la comparaison qui a déjà été faite par le passé entre l'œuvre vendue à Vienne en 2013 et le tableau d'Orléans, mais cette fois-ci dans sa version restaurée, on se rend compte qu'il y a toujours des différences en termes notamment de coloris. Le manteau de la Vierge est vert dans la version viennoise et le vêtement du berger au premier plan est lui jaune, tandis qu'à Orléans, le jaune est représenté sur le manteau de la Vierge et le berger au premier plan possède cette tunique d'une couleur rose acide extrêmement marquée. Cela permet donc de voir quelques différences, mais surtout les différences entre les deux tableaux se situent dans la qualité de touche, la manière dont le traitement de l'image est fait, et l'on peut donc s'interroger à nouveau sur la possibilité pour le tableau d'Orléans de ne pas être de ce fameux maestro Bismon Prunelé qui avait été créé par les spécialistes pour faire face à cet artiste anonyme, encore une fois en analysant la couche de repeint. Si l'on revient cette fois-ci au tableau d'origine tel qu'il a été dégagé, on retrouve une qualité particulièrement forte et extrêmement intéressante que l'on peut aujourd'hui réattribuer directement à Orazio Sammartini. Enfin, la question de la datation de ce tableau.
En rapprochant l'œuvre du chantier de fresques du Duomo de Parme, auquel Orazio Sammartini participe vers 1570-1573, on voit bien comment l'usage des coloris, le traitement de la composition ou encore la représentation des drapés est très proche entre l'œuvre d'Orléans et les fresques, par exemple ici, de la vie de Moïse dans le Duomo de Parme, encore une fois. Aussi, il est prudent mais raisonnable de proposer une datation aux environs de 1570 pour ce tableau du musée d'Orléans.